Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là, si nombreux, nombreuses. Aujourd'hui, on a donc la chance de recevoir Simon Paré-Poupard, que je vais essayer de présenter, mais c'est pas facile parce que monsieur a un parcours assez éclaté. Donc, vous êtes devenu vidangeur à 18 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez étudié en psychologie, en sociologie, en gestion des affaires. Vous avez travaillé comme journaliste, comme intervenant, comme gestionnaire et comme conférencier. Vous êtes même un peu allé en politique, si je ne me trompe pas non plus. Donc, voilà pour votre parcours sommaire. Ça nous fait très, très plaisir de vous recevoir pour votre premier livre, Ordure, journal d'un vidangeur. Et on espère bien que ce ne sera pas votre dernier livre. On espère. C'est un bon portrait. Quand ça même? Marche, oui. Good. On est parti. J'ai trop de questions. Je vous le dis tout de suite. Je vais essayer de me gérer. OK. Je suggère qu'on commence ça doucement, des questions probablement que tout le monde vous pose ou que tout le monde aimerait vous poser. La première chose qui m'a frappée quand j'ai lu votre livre, c'est à quel point vous aimez votre métier. Vous aimez le métier de vidangeur, vous aimez l'univers de ce métier-là. J'aimerais ça savoir ce que vous aimez là-dedans. OK. Bien, en premier, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment content d'être ici parmi vous. Effectivement, ramasser des ordures, c'est une passion. Drôlement, j'ai eu la chance d'étudier ici, à Édouard-Montpetit. J'avais fait un petit moment de mon parcours scolaire, puis j'avais rencontré un orienteur ici. Puis je lui avais expliqué que de ramasser des ordures, pour moi, c'était une passion. Ça m'intéressait beaucoup. Puis, surprenamment, il m'a suivi là-dedans, dans le sens qu'il m'a dit c'est cool, mais encore. Puis, le mais encore était juste parce qu'en fait, c'est 10 % de rétention. 90 % des gens lâchent. Bien sûr, puis on parle surtout d'hommes dans le milieu qui est le mien, c'est-à-dire le milieu privé de la gestion des matières résiduelles au Québec. Alors, il y avait raison, dans le sens que un peu, moi, ça me fait penser au sport professionnel comme le hockey européen, des courtes carrières avec des bons salaires, mais si tu prévois pas la fin, bien, la fin ne sera pas bonne parce qu'en fait, tu vas finir magané. Fait que c'est un peu la même chose. En général, 10 ans maximum de durée de vie, un éboueur, un helper qu'on appelle, un aide-éboueur, parce qu'il faut comprendre, l'éboueur, c'est le chauffeur, puis l'aide-éboueur, c'est le gars en arrière. Fait que c'est 10 ans plus ou moins maximum de carrière. Puis, fait que c'est toujours un peu les mêmes qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui sont de passage. Moi, je crois que ce qui fait que j'aime ça, ça s'est vraiment construit. C'est-à-dire, au début, moi, je viens de milieux plutôt populaires. Mes études n'étaient pas payées. J'avais besoin d'un emploi payant. C'était, à l'époque, plus du double du salaire minimum. Alors, c'était quand même intéressant. Plus les types, plus ce que tu trouves, que tu peux revendre, ça faisait un très bon salaire. J'étais quelqu'un que j'avais l'impression, à 20 ans, que j'étais très en forme. Je me suis fait tellement détruire en arrière d'un camion que ça m'a ramené beaucoup de modestie, d'humilité. Mais drôlement, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le milieu et d'y rester. Que là, à mon âge, à moi, c'est comme un peu dans le sport professionnel. À 39 ans, tout le monde me dit « t'es sur ta fin ». Puis là, je vois les jeunes qui me poussent dessus puis qui tiennent une cadence. Fait que c'est la même chose que dans le sport professionnel. On a l'impression qu'à 39 ans, t'es sur ta fin. En même temps, il y a un beau challenge de s'accrocher, d'essayer en tant que sportif de garder ou de toujours dépasser un peu ses limites. Fait que ça, pour moi, c'est un plaisir. Puis après ça, ça s'est vraiment intégré dans ma vie, c'est-à-dire j'ai eu la chance de côtoyer des gens que j'aurais jamais côtoyés. Moi, je dis souvent que les gars avec qui je travaille, c'est ceux qui me bulliaient au secondaire. Puis le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça a fait que j'ai pu ouvrir le dialogue avec eux et de comprendre d'où ils viennent. C'est pour moi une chance, ça a été une opportunité, parce que sinon, effectivement, un peu comme on voit là, aux États-Unis, par exemple, en France, la polarisation, là, c'est-à-dire les chambres d'écho, on parle qu'au monde avec lesquels on est confortable. Mais moi, de faire ce métier-là, ça me force à rentrer en relation avec des gens que je n'aurais pas nécessairement dans mon cercle social. Donc, ça me permet toujours d'être un peu alerte à ce qui se passe dans la société, aussi de comprendre des fois d'où ça vient, de comprendre simplement que ça, pour moi, c'est une chance, puis éventuellement de développer un mode de vie freegan, c'est-à-dire de vivre des rebuts de la société de consommation. Fait que c'est un peu tout ça qui m'amène encore aujourd'hui à le faire avec grand plaisir. Comme là, j'ai travaillé seulement une fois cette semaine,
puis ça me manque. J'ai vraiment hâte de retourner vendredi. Puis c'est pas ce qu'on penserait, parce que tout le monde alentour de moi, lorsqu'ils travaillent, ils disent « j'ai hâte à mes vacances ». Moi, lorsque je pars en vacances, je me dis « j'ai hâte de retourner travailler », parce que ça me manque. La même énergie qu'on a pour ceux qui s'entraînent, là, si tu cours à tous les jours ou tu t'entraînes à tous les jours, si ton entraînement est manquant, ben tu le ressens. Ben moi, je suis dans cette dynamique-là. Là. Qui est plus ou moins saine, on va se le dire. Là. Il y a une composante d'addiction là-dedans, mais au moins, c'est sain parce que ça me force à rester en forme. OK. Mais il y a plusieurs affaires dans ce que vous avez dit, évidemment. Là. Je vais rajouter des questions à ma liste déjà trop longue. Mais bon, je vais me gérer aussi. Il y a 10 des gens qui vont rester. Autrement dit, la plupart des gens font quelques jours, quelques mois, quelques années, puis ils sacent leur camp parce que c'est trop difficile comme condition? Oui, bien, c'est sûr que, en général, moi, j'en fais de la formation de vidangeur. Là. Je suis formateur, puis la première règle, c'est « est-ce que tu aimes ça? » Moi, je dis ça après 1 ou 2 rues, parce que même si tu cours des marathons, que tu fais du crossfit, que tu fais du MMA, si tu arrives en arrière du troc, la cadence est imposée par la robotisation, par la mécanisation, par une machine. Donc, c'est pas toi qui va dire le rythme, c'est la machine qui va le dicter. Puis ça, dans un certain sens, c'est se faire violence. C'est-à-dire, tu forces ton corps à suivre une machine. Alors, pour moi, la corrélation la plus forte, c'était si tu viens d'origine populaire et que tu as eu beaucoup de violence dans ton passé, il y a une forte résonance entre ce que tu as vécu et ce que tu te fais en arrière du troc. Moi, c'était un des meilleurs indicateurs, au-delà du fait que, hey, moi, je fais 60 heures de sport par semaine. Je dis, attends, en arrière du troc, il y a des gars qui, par orgueil, par acharnement, par sublimation, comme dirait Freud, ont besoin du camion pour s'accrocher à quelque chose dans la vie. Fait que ça, il y avait cette composante-là des gens qui arrivaient dans le métier. Puis là, attends, j'ai quasiment oublié ta... Bien, quasiment moi aussi, là, parce que j'ai d'autres questions qui me sont venues. Mais... Regarde. Mais Ah oui, pourquoi qui ne dure pas longtemps? Ouais. Oui. Puis après ça, c'est que certains poursuivent la cadence. On dit qu'un bon helper devient une machine. C'est pas pour rien qu'on dit une machine, parce qu'il suit la machine. Bien, à un moment, il y avait de l'automédication. C'est-à-dire, tu peux pas lâcher. Il y a de l'orgueil un peu malsain, comme il y a chez les sportifs, selon moi. Alors, on allait te proposer une drogue, souvent un speed, de la coke, qui sont des stimulants, de l'amphétamine, qui sont, d'un point de vue de l'automédication, assez en lien avec ce que tu dois faire. Parce que lorsque, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du speed, là, mais tu deviens un peu comme un surhomme dans ta tête. Là. C'est-à-dire, puis c'est vrai, physiquement aussi, tu le deviens, parce que tu n'as plus besoin de boire, plus besoin de manger, puis tu ne sens pas vraiment la douleur. Alors, il y en a beaucoup qui ont été sur des drogues de synthèse, puis ça a fait que ça marche bien à court terme. Mais le speed a la propriété un peu spéciale que lorsque tu pognes ton down, tu as besoin d'en reprendre un autre, mais ça se dose mal. Puis en plus de ça, ils sont tous un peu inégaux, alors tu dors pas. Fait que si tu fais ça pendant 3, 4 jours, 5 jours, bien finalement, t'es brûlé. Fait que ces gars-là n'ont pas des grandes carrières. OK. À moins qu'ils se placent, qui à un moment donné décident par le choc ou par les événements dans leur vie, décident de se placer. Et drôlement, je peux avoir l'air d'avoir une position pro-drogue, je sais pas, mais en intervention, on appelle ça la réduction des méfaits. C'est-à-dire qu'on considère que les gens ne peuvent pas arrêter momentanément de consommer une substance. Alors, puisque c'est des gens qui consommaient déjà, c'est pas pour rien qu'on leur propose d'ailleurs cette drogue-là ou qu'eux-mêmes l'ont prise. Alors, ils continuent à faire ça. Puis, il y a quelque chose de beau parce que, drôlement, aucun autre milieu leur permettrait de consommer et d'être consommateur en occupant un emploi, en ayant une fonction dans la société. Donc, là-dessus, j'ai toujours trouvé que les vidanges participaient d'une sorte de réinsertion sociale de certaines classes populaires. Mon Dieu, vous avez dit quelque chose de beau. C'est fascinant parce que moi, j'ai été assez fascinée par plusieurs contradictions qui relèvent de votre livre. Je ne dis pas que vous vous contredisez, mais ça soulève plein de contradictions. Il y en a plein. Puis l'une d'entre elles, c'est justement là, le paradoxe principal. C'est comme vous dites, cet univers-là, c'est laid, mais c'est beau. Mm-hmm. Ça m'a vraiment fascinée comme contradiction. Puis ça vient avec l'idée que vous êtes un petit peu, en quelque sorte, comme dans les coulisses du capitalisme. Mm-hmm. Donc, on produit beaucoup, donc on jette beaucoup, et ainsi de suite. Et
vous vous ramassez donc ce qui est jeté par cette frénésie de consommation-là. Et en même temps, vous parlez aussi beaucoup d'invisibilité. On vous voit pas, on vous considère pas beaucoup non plus. C'est comme si, en voulant nier tous les aspects négatifs du capitalisme, ça vient vous englober, puis on vous englobe d'un mépris qui veut qu'on se cache à nous-mêmes, en quelque sorte, toute cette partie de nous-mêmes qui dit, bon, c'est pas grave, je vais le jeter, de toute façon, ça se répare pas, et ainsi de suite, et on fait ça comme ça. Pour moi, c'est un paradoxe super intéressant dans votre livre. On veut pas voir les effets de notre propre système, donc on vous cache en quelque sorte. Puis en même temps, vous ramassez bien ce qu'on jette, donc vous êtes trop efficace, donc on voit pas ce que ça crée, le capitalisme. Pour moi, il y a une grosse... vous êtes trop efficace, je pense. Oui, mais drôlement, moi, j'avais étudié Zygmunt Bauman, un sociologue. Puis, moi, ce qui me fait triper dans la rédaction d'un livre, c'est d'être en mesure de prendre un concept en sciences sociales puis de voir qu'il y a une réalité dans le monde réel. Pour moi, c'est trippant. C'était un de mes petits plaisirs. Puis, Zygmunt Bauman, lui, ce qu'il dit, c'est le vidangeur, c'est le héros de la modernité. La modernité, c'est un concept, c'est-à-dire si pour nous, la modernité, c'est le progrès, c'est-à-dire les technologies, la consommation. Le vidangeur, dans le fond, est nécessaire parce que lorsqu'on avance autant dans une société comme la nôtre, basée sur la productivité, on perd des trucs. Là, c'est pour ça, moi, j'ai parlé de Georges Bataille avec la part maudite. On perd des trucs un peu inconsciemment. Puis ces trucs-là doivent être ramassés par qui? Par des vidangeurs. C'est-à-dire, au début du 20e siècle, lorsque je donne des conférences, je mets des photos. Puis au Québec, on ramassait avec des tombereaux. C'est des charrettes fermées. C'est comme ça qu'on ramassait les déchets. On envoyait ça dans des granges. Puis moi, j'ai déjà ramassé sur un semi-remorque, semi-troc. C'est 20 à 25 tonnes. En un siècle, on est passé d'un tombereau qui devait prendre 500 livres à 22-25 tonnes que je pouvais remplir 2 fois dans une journée. Ça dit l'ampleur de notre consommation et la nécessité du vidangeur dans une société qui surconsomme. À quelque part, pour moi, la fin du vidangeur, ça serait un bon avènement, ça serait quelque chose de positif, mais dans la société où on est, on en a besoin. On a créé, dans le fond, la nécessité du vidangeur. C'est ça que je voulais dire. Effectivement, c'est la raison pour laquelle il y a des contradictions, là, vous l'avez bien soulevé, mais moi, j'essaie de les observer. Ouais. Moi, je serais déçu. À ce moment-là, je devrais aller faire de la boxe. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, là, mais ça me manquerait, mais c'est malsain. En fait, puis j'amène parfois aussi en conférence une vidéo où une journaliste de Cogeco est venue courir avec moi en arrière du troc dans le West Island. Puis elle son angle, c'était qu'est-ce qu'on retrouve dans les déchets à Montréal. Puis au début, on faisait la vidéo, on prenait des shots, on n'allait pas vite. Puis là, je dis à la journaliste Jessica, j'ai dit, si on va à ce rythme-là, on perd nos jobs. Il faut avancer. Puis là, on commence à rouler, comme on dit, à aller de plus en plus vite. La cadence augmente. Puis là, Jessica me dit, on ne voit plus les choses qu'on trouvait ce matin. J'ai dit, c'est pas qu'on les voit plus, c'est qu'on va plus vite. Pour moi, c'est une forme d'allégorie, dans le fond, de notre vie moderne. C'est plus on va vite, on ne voit pas justement ce qu'on laisse tomber. De là, justement, pourquoi, selon moi, c'est une partie de nous qui est inconsciente. Puis c'est pas pour rien que c'est inconscient. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les bacs sont noirs et non transparents. Parce qu'une mesure publique assez simple, ça serait de mettre tous les bacs à déchets transparents. Ça serait pas mal plus compromettant, chiant et outrancier de jeter, par exemple, de l'huile à moteur, ce qu'on trouve souvent dans un bac. Ça irait ailleurs, non? Ça irait ailleurs. Ou on se le ferait dire. OK. Vous avez parlé d'utilité. On s'entend que c'est un métier qui est... Oh, j'allais dire un gros mot, qui est très utile. Une grève des vidangeurs, on s'entend que c'est très, très rapide. On est tous dans le chenoute, au sens propre et au sens figuré. Pourtant, c'est quand même assez déconsidéré. On s'entend que généralement, c'est un argument qu'on utilise dans les écoles secondaires. Finis ton secondaire, sinon tu vas devenir vidangeur, par exemple. Donc, ça veut dire, c'est la job que tu peux faire si tu réussis rien, c'est ça. Donc, c'est très déconsidéré, mais c'est un des métiers les plus utiles. Pour moi, c'est un autre paradoxe entre l'utilité et la reconnaissance sociale. Les métiers les plus utiles dans notre société ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus valorisés, les mieux rémunérés, et ainsi de suite. Et ça vient avec des conditions de travail qui sont assez difficiles. Est-ce que vous ressentez je ne veux pas dire ce mépris-là, mais je pense que je vais le dire quand même. Est-ce que vous ressentez ce mépris-là? Oui, certainement. Mais la grande différence,
moi je parle de mon expérience, c'est la mobilité sociale. C'est-à-dire, mais Bourdieu parlait de violence symbolique, là, c'est les violences qu'on se fait qui ne sont pas des violences physiques, mais que tu ressens dans le rapport à l'autre. Alors, par exemple, quelqu'un qui va me lancer un sac du 3e étage à côté de moi... Oui, mais on a des bons moyens de répondre. Soit qu'on peut relancer le sac, ou j'en ai connu qui ont monté jusqu'en haut, puis je dis pas ce qui s'est passé. Fait qu'il peut y avoir des réponses quand même. C'est à nos risques et périls au Québec. Mais oui, c'est violent. Puis surtout que c'est lancé inconsciemment, je sais pas trop, mais de façon négligente, certainement. Fait au début, moi, ça m'affectait beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle les vidangeurs, moi, je dis souvent, si je voulais me battre, je pourrais me battre à toutes les années en tant que vidangeur. Là, ça serait assez facile parce que le rapport, la relation qu'on a avec les gens est c'est ça, violente, agressive, de mépris, très peu de sympathie. Alors, ça serait facile. Il y a d'ailleurs des boxeurs qui viennent faire des vidanges parce que c'est un bon sparring. Là. De temps en temps, ils peuvent se donner. Là. Fait que, oui, ça va jusque-là. Lorsqu'on est rendu dans ces niveaux-là de mépris, on est dans les émotions, un peu dans la rationalité. On n'est pas en train d'essayer de comprendre ce que l'autre fait et la raison pour laquelle il le fait. On va être dans l'émotion. Je suis en crise, il me bloque. Il va pas vite. Là, les idées viennent, puis là, les confrontations arrivent assez rapidement. Fait que, mais moi, ça m'a fait mal jusqu'à temps que je me dise, je peux quitter mon emploi. De là, la mobilité sociale. C'est, lorsque j'ai côtoyé les vidangeurs, les seuls analphabètes que j'ai côtoyés dans ma vie, c'était des vidangeurs. J'aurais pas pensé que ça existait. À 18-20 ans, il y en avait. Puis ces gens-là, lorsque j'allais au cégep, puis j'étais assis sur un banc d'école, je me disais, pendant que moi, j'ai la chance d'être assis, eux, ils continuent à faire rouler la société, c'est-à-dire me permettre d'être assis. Alors, ça m'a donné beaucoup de respect parce que je savais qu'eux ne pourraient jamais s'asseoir sur un banc d'école, puis que tout ce qu'ils vivraient, à part de répondre du tac au tac, ce qui reste à peu près ton seul moyen, puis drôlement un moyen avec lequel ils ont une forte résonance parce que la violence a habité la plupart de la vie de chacun. Bien, à part ça, dans le fond, tout ce qui t'arrive, des citoyens, des gestionnaires, ça va être des formes de violence symbolique. Alors, ce qui te permet d'en sortir, c'est soit éventuellement d'être assez performant pour être un peu... tu fais tellement sauver d'argent au système qu'on te garde, ou comme moi, j'ai eu la chance de pouvoir quitter à cause de l'éducation. Puis là, à ce moment-là, le mépris diminue. La plupart des gens, on les ignore. Comme moi, j'ai des gens qui me crient après, puis je fais juste avancer avec le camion. Là. Je dis au chauffeur, on va rouler. Puis la personne court en me criant des affaires. Puis, mais vu qu'on va vite, là, j'avance à un bon rythme avec le camion, mais la personne m'en se décourage ou arrête de... Mais je suis pas intervenant social. Moi, j'ai appris les techniques de désescalade. Là. Je m'arrange pour ne pas me battre en arrière d'un camion. Mais si je voulais, ça serait facile. Là. OK. Alors, sachez-le, s'il y en a qui veulent jeter leur sac du 3e étage, il y a des boxeurs camouflés parmi les vidangeurs. À vos risques et périls. OK. D'ailleurs, ça, c'est un aspect intéressant de votre livre, quand vous faites parler des vidanges. Comment on peut savoir si on mécontente notre vidangeur. Je trouve ça très fascinant. Vous le lirez. J'irai pas là aujourd'hui, en tout cas, peut-être pas. Bon, encore d'autres questions qui popent. Là, on a parlé de l'utilité. Oui. C'est une partie importante de votre livre. Vous donnez la parole à des vidangeurs. Vous parlez beaucoup de l'intérieur de cette culture-là, de cette sous-culture-là. Et ce qui ressort, c'est souvent la fierté. La fierté de faire quelque chose d'utile. Donc, autant de l'extérieur, on sent un mépris, autant de l'intérieur, on sent qu'il y a une raison d'être à faire ce métier-là. Et la fierté vient souvent aussi de codes culturels qu'on associe davantage un peu à, je ne veux pas dire la culture de la virilité et ainsi de suite, mais oui, un petit peu quand même. Et cette fierté-là, est-ce qu'elle est... je ne sais plus comment poser ma question, parce que d'un côté, on sent que c'est un univers qui est très, très dur, qui est habité par toutes sortes d'éléments. Vous avez parlé de consommation tout à l'heure. Il y a probablement plein de gens aussi qui n'ont pas de plan B à la fin de leur carrière, puis qui ils savent pas quoi faire après non plus. Et de l'autre côté, il y a tout cet aspect-là de culture. On est capable de faire la job, on s'encourage. C'est comme du sport, donc, en quelque sorte. Là. Puis ça cohabite ensemble et ça joue un rôle important. La fierté du vidangeur dans cet univers-là. Puis ça vient aussi avec... Là, j'ai une question qui s'en vient, là, mine de rien. Là, je progresse. On a besoin d'une question française. Là. On parle, puis ça finit par être quasiment une question.
Ma gueule. OK. Donc, c'est un univers où il y a des normes qui ne seraient pas acceptées dans n'importe quel autre milieu de travail. Ce serait impossible qu'on puisse arriver au travail gelé comme une bine, en retard, qu'on fasse à moitié les heures, et ainsi de suite. Je pense que je trouve ça fascinant, cette sous-culture-là. Si votre travail était plus reconnu socialement, si on vous donnait des meilleures conditions de travail, est-ce que vous perdriez cette liberté-là qui vient avec un milieu du travail où les normes du monde du travail n'existent pas? Et là, ma question. C'est une bonne question. C'est un peu ce qui se passe en France, où ils ont l'école de Monsieur Poubelle, parce qu'il y a déjà eu un préfet, celui qui a inventé la poubelle, c'était un agent de police, puis a inventé la poubelle en France, fait qu'ils ont donné le nom à l'école. Donc, il y a une formation académique au fait d'être vidangeur et éboueur, là-bas, au ripeur. Et pourtant, ça donne présentement un moins bon salaire pour eux par rapport à nous, et pas nécessairement la reconnaissance et le respect. Je pense à un TikToker hyper populaire, Ludovic Franceschnett. Ils ont fait un livre sur lui. Il fait des TikToks sur la job d'éboueur. Puis pendant qu'il fait un TikTok, une vidéo, il se fait lancer de quoi à la gueule, là. Il se fait lancer comme, je sais pas si c'est une bouteille ou... Ici, tu fais ça au Québec, d'après moi, le vidangeur se revire puis il te frappe. Est-ce que c'est la meilleure façon? Pas nécessairement. Mais par contre, ça l'établit une certaine forme de respect que je pense aux chauffeurs de STM, par exemple, qui sont toujours, ces temps-ci, dans une technique du laisser-faire, on doit être compréhensif, puis qui sont très malheureux. Très malheureux. Moi, tous les chauffeurs de STM à qui je parle, qui font du service public, ne veulent pas voir de gens parce que, justement, il manque peut-être de civisme. Alors, la reconnaissance, pour moi, ne vient pas nécessairement avec une formalisation. Avec soit le diplôme ou la reconnaissance de fonctionnaires, de gestionnaires, de gens qui ont été au HEC, ENAP ou autres. Alors, c'est pas nécessairement comme ça que je crois que ça va se gagner le mieux, parce que, justement, en gestion, puis si on l'a vu en sociologie, il y a beaucoup d'approches top-down, de haut en bas, puis ces approches-là vont souvent être, justement, au détriment des classes populaires, parce qu'il y a une très grande différence culturelle entre ceux qui vont à l'école et ceux qui ramassent les déchets, et donc il y a une incompréhension. Puis lorsque ces pratiques-là de gestion, ces règlements-là, ça vient un peu comme des obligations à respecter pour le travailleur et éventuellement une forme de contrôle. C'est-à-dire, c'est toujours le travailleur qui peut se blesser, mais ça va toujours être de sa faute. Moi, je pense à une entreprise où je travaillais que si tu ne te blessais pas, tu avais un bonus. J'ai dit, mais c'est donc mes caves. J'ai dit, c'est comme si moi, je peux contrôler le fait de me blesser. Si moi, je mets des gants, puis que je ferme sur un sac, puis qu'il y a un couteau dedans, gant, pas gant, ça me perfore la main, là. Le fautif, c'est le citoyen. Si un automobiliste me rentre dedans, il y a quelqu'un à la CNSST qui va sûrement essayer de dire que mon chauffeur est fautif parce qu'il aurait dû mieux se placer. Pourtant, pour les policiers, on va faire un corridor de sécurité. Bonne mesure, mais on est 100 fois plus à risque que les policiers et jamais une telle mesure n'aurait été pensée pour les vidangeurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un camion qui charge ou n'importe quel col bleu dans l'espace public, tu le laisses travailler, mais c'est pas pensé ainsi. Ce que moi, j'ai remarqué sans cesse, puis je pense à une gestionnaire qui m'avait proposé de mettre mes capes d'acier. Puis moi, je lui avais répondu, tu as couru combien de temps avec des capes d'acier pour me les imposer? Puis elle est virée folle. Vraiment, elle m'a sauté dessus, elle a commencé à m'engueuler, à dire que j'étais condescendant, que je savais pas de quoi je parlais. C'est comme quoi, au plus bas de l'échelle, surtout avec les mépris dont on a parlé, le discours d'un vidangeur n'a pas de portée. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il revendique sa liberté, sa valeur autrement. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je ne sais pas jusqu'à quel point qu'un syndicat qui voudrait normer, s'il ne le fait pas avec l'aval ou l'accord des travailleurs, je ne sais pas jusqu'à quel point ça vaudrait la peine, à moins de revoir complètement notre façon de collecter. Puis là, je pense au col bleu de la Ville de Montréal, qui, eux, le font de façon beaucoup plus sécuritaire. Par ailleurs, le vérificateur général de la Ville de Montréal dit que les cols bleus coûtent plus cher, se blessent plus et n'aiment pas leur travail. Lorsqu'il y a ces temps-ci, il y a beaucoup de pluies diluviennes, une fois de temps en temps. L'automne dernier, il y a eu ça. Puis certaines villes se sont dit, on ramasse les déchets des pluies. Puis on s'entend, là, au site de Lachenay, ce genre d'inondation-là, c'est 2 ans de perte de temps, tellement que ça ramasse des déchets. Moi, je fais une rue, puis le camion est plein 8 tonnes.
Puis ça, tu peux faire ça à l'ensemble d'une partie du Québec, là, près de la CMM. Puis il y a des villes qui ont essayé de les faire ramasser par leur col bleu. Ils allaient 10 fois moins vite que nous, puis ils se blessaient beaucoup plus. Parce que là, l'idée que se fait un gestionnaire, c'est si tu vas vite, tu es dangereux. Oui et non. Si tu n'aimes pas ton emploi, tu vas, je crois, prendre rapidement le raccourci de la blessure facile, parce que c'est sûr que tu te blesses tout le temps, là. Mais moi, je dis aux gens, si tu reviens d'un marathon puis que tu as fait ton marathon avec un ongle un peu pété, bien, les gens vont faire tes dons, bien hot. Bravo, tu as réussi à le faire. C'est la même conception qu'on a, nous, mais pour le travail. C'est là que c'est incompréhensible pour des fonctionnaires, des gestionnaires, parce que peut-être eux n'aiment pas leur travail, c'est ça que je me dis. Mais moi, ce que j'essaierais de voir pour ce type d'emploi-là, comme on pourrait en imaginer d'autres, que ce soit des emplois dits sportifs. Moi, j'appelle ça des ouvriers, c'est-à-dire des emplois qu'on accompagnerait comme des sportifs, c'est-à-dire, pourquoi pas des diététistes, des intervenants sociaux pour réduire la consommation de drogue, des formations, de l'accompagnement plutôt que du jugement. Moi, ça serait ça comme que je préconiserais pour pas non plus perdre. Tout payeur de taxes, lorsqu'ils voient des cols bleus, vont être les premiers à dire « Ah, ils travaillent pas assez vite, ils travaillent pas assez fort. » Là, on a l'avantage d'avoir des gens qui aiment ce qu'ils font parce que ça a une forte résonance avec ce qu'eux, ils auraient aimé faire, être sportifs, par exemple, qui se voient pas assis sur des bancs d'école. Alors, de perdre cette... Les Grecs appellent ça l'émulation, là. C'est-à-dire, par l'exemple de l'autre, tu veux te surpasser, te dépasser. Pourquoi ça devrait être seulement dans le domaine du sport, un autre contexte très normé, assez exclusif? Parce que lorsque tu vieillis, tu as des enfants, les contextes de faire du sport diminuent. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de sain que de maintenir ce genre d'emploi-là. Puis il y a vidangeurs, il peut en avoir d'autres, des gens qui font des toits ont le même genre de discours, les élagueurs, moi je travaille dans une cour à bois, même chose, les déménageurs. C'est plein d'emplois qui, je crois, ont un peu les mêmes codes, puis qui peuvent être appréciés, mais c'est ça. Vous dites que les cols bleus se blessent plus. C'est sûr que s'ils courent en bas à cap, on comprend pourquoi ils se blessent plus. Est-ce que vous le feriez, vous, éboueur, embauché par la Ville de Montréal, par exemple, comme col bleu? Non. Pourquoi? Comme nous, des fois, je vois les cols bleus travailler, là, puis il y a une personne dans le pick-up en arrière pour faire la sécurité. On lui dirait, viens-t'en travailler, viens ramasser. Tu me regardes pas travailler, c'est impossible. Il y a des pratiques comme ça qui vont pas... qui sont différentes. Après ça, moi, je trouve... J'ai vu des cols bleus qui étaient dévoués, efficaces, qui aimaient leur emploi. Mais ce qu'on m'a dit à l'interne, pour avoir parlé justement à certains cols bleus, c'est le syndicat, drôlement. Et les luttes syndicales à l'interne font que ils sont toujours en contestation et en contrôle. Comme les cols bleus, théoriquement, ne peuvent plus courir en ramassant des ordures. Si leur syndicat leur empêche... Moi, je dis aux gens, si je te dis « joue au soccer, marche », tu vas trouver ça plate. C'est la même chose. Et si tu empêches contrôle, ça peut diminuer la liberté, donc éventuellement le plaisir. Puis ce que je dis, effectivement, est difficilement tenable dans une société qui voit les métiers comme toujours assurables, normés. Mais j'ai vraiment l'impression que, drôlement, c'est ce métier-là qui permet justement d'aller chercher du monde un peu bizarre, là, comme j'ai mis dans le livre. Puis s'il ne serait pas dans ce genre d'emploi-là, il serait où? Puis là, je donne l'exemple de Steve qui, lui, vendait pour les Hells. Il faisait de la run. Puis faire de la run, je sais pas s'il y en a qui sont familiers, c'est stressant parce que tu cognes, tu t'en vas livrer ta drogue, tu sais pas si tu vas te faire poignarder, tirer, tu es devant les gens. Puis lui, son thérapeute lui a fait réaliser que de ramasser des vidanges, ça l'a fait sortir parce qu'il y avait le même genre d'adrénaline en arrière du troc que lorsqu'il faisait de la run. Ça l'a fait décrocher de la run. Comme quoi... Il y a peut-être des gens qui, de façon transitoire, ont besoin, comme Freud dit, de sublimer. Ils ont beaucoup de violence, d'agressivité en eux. Puis la société qu'on a dit policée ne trouve peut-être pas prise ou des bons débouchés pour tout le monde. OK. Donc, pour vous, l'univers des vidanges, c'est quand même un univers où on peut raccrocher plein de gens qui, autrement, seraient carrément kickés hors de tout marché de l'emploi existant. Là. Oui, puis... Vraiment, ce qu'on appellera en sociologie les marginaux, puis ça va large, là, autant des libertariens que des anarchistes, que des sans-papiers, des nouveaux arrivants. Moi, j'étais à la Croix-Rouge canadienne, l'accueil des demandeurs d'asile. C'est long d'avoir des papiers, des visas de travail. Alors, ça peut permettre ça pendant un temps. Il y a une flexibilité, une ouverture qui fait que si tu as un casier judiciaire, tu as des tatous d'en face, tu consommes, qui va te prendre? Et pourtant...
tu réussis à faire un des emplois les plus utiles de ta société, là où on t'aurait rien donné. Ah, un beau paradoxe encore. Un beau paradoxe. Puis là, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai lu David Graeber, Bullshit Jobs. Oui. Puis Bullshit Jobs, c'est un anthropologue qui s'est dit, il avait écrit un article dans les journaux, je pense New York Times, puis il avait essayé de développer le concept de Bullshit Jobs, c'est-à-dire le capitaliste, si c'est d'être productiviste, bien, il dit, le capitaliste produit plein de jobs inutiles. Puis là, il avait lancé ça comme ça, puis il y a plein de gens qui lui ont écrit, ils ont dit, c'est ma job. Moi, c'est ce que je fais. Je rentre pas au bureau pendant 2-3 mois, il se passe rien. On me regrette pas. Tandis que moi, il y a un ami à moi qui est avocat. Il est venu quelques fois en arrière du camion. Il tripait sa vie. Parce qu'il y a quelque chose de satisfaisant. C'est hyper concret. La rue est sale, tu te revires, la rue est propre. Tandis que dans une société où l'exécution de nos tâches va être différée dans l'action, on ne verra pas nos collègues de travail, tout va être un peu dématérialisé, mais il y a quelque chose qui fait du bien dans ce concret-là, je crois. La satisfaction d'avoir un travail qui est utile. Oui, effectivement. Même si c'est pas payé. En fait, Graeber va très loin. Il dit quasiment qu'on devrait être content de faire un job utile et qu'on n'a pas besoin d'argent pour la faire. Oui. Tellement c'est le fun d'avoir un job utile, contrairement à tous ceux qui ont des jobs inutiles qui sont très cher payés pour le faire. Mais moi, il y a des gens qui viennent dans l'air du truck gratuitement, comme un entraînement. Colin, je t'offrais pas une journée, mais j'aurais aimé ça le faire. Vous parlez souvent du sport, justement. Oui. Ça me fascine de voir à quel point on est dans une société où quand quelqu'un va dire, par exemple, « j'ai couru un marathon qui est un truc qui est carrément inutile, en quelque sorte, à part pour se dire « j'ai couru un marathon et je l'ai fait ». Donc, il y a une valorisation très, très forte sur ce genre d'expérience-là. Et pourtant, je passe une journée derrière le truck avec vous. Je cours probablement... pas l'équivalent d'un marathon, mais quand même, je fais une bonne course. Puis il n'y a pas de valorisation qui est accordée à l'effort qui est déployé pour faire ce travail-là. Donc, on ne voit pas ça comme un effort parce que vous êtes payé ou parce que on est dans des codes sociaux complètement différents qui sont décrochés du « je prends soin de mon corps et je me dépasse ». J'arrive pas à comprendre pourquoi on ne voit pas cet effort-là qui est fait par les vidangeurs. Mais ça fait partie de l'invisibilisation, selon moi. Aussi, en Occident, au Québec, on a beaucoup désindustrialisé, c'est-à-dire tous les emplois dits ouvriers, on les a évacués de l'espace public, même de l'univers des possibles, à moins peut-être d'être en région. Le vidangeur, c'est un drôle de symptôme parce que c'est un symptôme d'une tradition, le monde ouvrier, et pourtant, même si dans l'espace public, on ne le voit pas. Puis c'est peut-être pas pour rien qu'on ne le voit pas, parce que c'est un monde auquel on veut se détacher. Puis en s'en détachant, on ne voit pas tout ce que ça peut impliquer. Moi, je me souviens, j'étais à l'école, puis en journaliste, puis un étudiant qui était revenu, puis tout le monde l'applaudissait parce qu'il avait couru un marathon. Je comprenais fuck all les codes. C'est-à-dire, je comprenais pas pourquoi qu'on l'appuyait, qu'on l'applaudissait. Je comprenais pas... Puis moi, dans ma tête, je me disais, quand je finis une journée de travail, il se passe rien. Après ça, j'ai compris que c'est important de courir un marathon, que c'est un accomplissement personnel. Mais comme quoi, je me suis dit à ce moment-là que, nous, tout ce que les gars font à tous les jours, c'est impressionnant aussi. Mais pourtant, c'est pas pour rien, c'est mis de côté. Puis je trouve qu'il y a d'autres façons de faire du sport de façon active, plus collective. Parce que c'est ce que moi, j'aime du travail, c'est oui, on prend des risques, mais c'est pour la collectivité. C'est pas pour soi-même. Oui, pour soi-même en partie, mais ça profite quand même à l'ensemble. Puis pour moi, ça faisait comme drôlement plus de sens de faire ça que de faire du sport professionnel. Puis il faut comprendre, en sociologie du sport, moi, je parle au MMA, il y a UFC. Il y a 20 ans, c'était méconnu. Les gens n'appréciaient pas ce que c'était. On ne comprenait pas les codes. C'était un sport barbare. C'était dangereux, inutile. Et maintenant, c'est un des sports les plus en vogue. Comme quoi, les sports se transforment. Notre compréhension du sport, de son utilité, de l'appréciation qu'on peut en avoir, jusqu'au point où il va y avoir un événement à la Maison-Blanche le 4 juillet prochain, UFC et Donald Trump. Ça dit à quel point que ce sport-là prend de l'ampleur. Mais comme quoi... Pour moi, être vidangeur est une forme de sport. Ça peut, il faut simplement, dans le fond, je crois, ouvrir l'esprit. Il y a eu des tournois de vidangeurs pendant un moment. Puis moi, je vais essayer de sortir ça de mon cadre, là, dans le sens qu'il y a probablement d'autres... Moi, j'ai vu le plongeur qui, lui, met quand même que dans la cuisine, une cuisine
de fast-food ou de restaurant, il y a quelque chose d'assez sportif aussi, de performatif qui peut être beau, là. C'est vrai qu'il y avait des jeux de vidangeurs, vous racontiez, je crois, dans une entrevue que j'ai entendue. On a encore pourtant des jeux des pompiers, ainsi de suite. Il y a la course des pompiers, mais c'est pas la même chose, là. Le pompier est une figure dans notre société. Tout le monde aime les pompiers. J'ai jamais rencontré personne qui dit « Moi, j'aime pas les pompiers ». Donc, le vidangeur n'a pas cette même image-là non plus. Il y a personne qui va dire « J'aime les vidangeurs ». Il y en a énormément de pompiers qui viennent vidangeurs. Oh, intéressant. Oui, parce qu'avant de rentrer dans l'IPIC, c'est pas mal les tests physiques les plus exigeants au Québec. Il y en a beaucoup qui, avant de rentrer à l'IPIC ou pendant leur scolarité, font des vidanges pour être en forme. OK. Rester, maintenir, se préserver, dans le fond, là. Mais à contrario, c'est eux, il faut qu'ils restent en forme, mais pas autant qu'au départ. Tandis que nous, de ne pas être en forme, vidangeur, ça te coûte beaucoup, là. OK. Donc, si on fait s'affronter des vidangeurs puis les pompiers, on sait c'est qui gagne. Bon défi, hein? OK. Je vais revenir à ma grille de questions quand même, parce que je n'ai passé peut-être 3 sur ma gang. On est allé là, on n'est pas allé là, mais on n'ira pas. En fait, j'aimerais ça qu'on s'éloigne. On a beaucoup parlé du métier comme tel, de la culture du milieu. J'aimerais ça qu'on s'éloigne vers justement la façon dont notre société gère les déchets, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des petites entreprises, si j'ai bien compris. C'était plus organique, la gestion des déchets. Il y a vraiment plus d'employés de la ville qui faisaient ça. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Puis on est dans un univers où les grandes structures qui vont gérer les vidanges s'éloignent aussi. Vous parlez souvent de waste management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi d'abord le waste management? Oui. Waste Management, c'est une des plus grandes entreprises de gestion des déchets au monde. Une américaine. Elle a des contrats jusqu'en Arabie Saoudite. Là, ça donne un peu l'idée. Mais Waste Management, c'est une entreprise, mais c'est surtout un concept qui a été développé par 2 auteurs, Crooks et Mont-Saint-Jean en France. Waste Management, c'est une façon de faire, une façon de ramasser les ordures qui est, on ramasse à beaucoup, rapidement. Puis c'est ça qui a été comme la réponse à la surconsommation, disons, des 30 Glorieuses. Lorsqu'on nous a promis, dans le fond, que d'acheter, c'était le bonheur, il a fallu que le waste management arrive. C'est-à-dire, pour qu'on puisse consommer facilement, il faut jeter facilement. Donc, jeter, c'est le bonheur aussi. Jeter, c'est le bonheur, oui. Puis en plus, le waste management, c'est aussi les solutions. C'est-à-dire, pour continuer à consommer, on va trouver le bac à recyclage et le bac à compost, qui va perpétuer un système qui est encore celui du waste management, c'est-à-dire c'est les mêmes camions, les mêmes entreprises. Ils vont avoir seulement des sites différents, mais ils vont quand même aller chercher la matière de la même façon. Puis c'est des compagnies qui sont très, très associées à des tonnages donnés. Des sites comme Ville-Saint-Laurent, le compost, s'il n'y a pas un apport constant en matière, le site va être déficitaire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à produire du compost. Puis éventuellement, si le compost se dépasse, comme à Sainte-Sophie, on va essayer de faire une usine de biométhanisation, capter le méthane pour en faire des gaz, de l'énergie. Comme le recyclage, la modernisation de la collecte, si on n'est pas en mesure de bien trier le plastique, on risque de l'envoyer à l'incinérateur pour faire la valorisation énergétique. Mais le waste management, c'est quand même une entreprise, fait qu'on est dans une logique de croissance du déchet dans toutes ses formes. Puis le waste management s'est imposé. Drôlement, au Québec, c'était difficile parce qu'il s'est développé partout en Occident. Mais ici, on avait un particularisme. C'est que les vidangeurs québécois étaient tellement performants que waste management a pris du temps à s'implanter. C'est-à-dire, je ne sais pas, ici, il y avait 2 camions pour une ville. Waste Management était capable d'en mettre 4 parce qu'il y avait des capitaux étrangers, de chez eux, puis une grande masse de capital pour investir et aller chercher des prêts. Mais même à 4, ils ne réussissaient pas à compétitionner 2. Parce qu'on dit au Québec qu'on a la couenne dure. Puis là, j'ai cité Germaine Guévremont, les draveurs. On a plein de modèles, dans le fond, de gens qui bûchent, que j'ai côtoyés. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux arrivants en ramassant les déchets au Québec. Parce que partout en Occident, je pense en France, beaucoup aux États-Unis, ce sont les nouveaux arrivants qui ramassent les ordures. Mais au Québec, c'était impossible pour un nouvel arrivant de collecter. On avait vraiment cette particularité-là au Québec. Fait qu'on a résisté, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs petits entrepreneurs qui ont notamment acheté des camions de la Ville de Montréal, parce que la Ville
c'est déconnecté, c'est déresponsabilisé envers les déchets parce que peu importe ce qu'elle essayait de faire, elle était toujours contre la population. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale liée aux déchets. Alors, politiquement, c'était pas gagnant. Puis, à Hochelaga, merci présentement avec l'espacement des collectes, on le voit, ils vont perdre les élections à cause de l'espacement des collectes. Fait que c'est difficile pour un élu, une administration, de s'associer aux déchets. Alors, dans les années 60-70, ils ont donné ça à l'entreprise privée. D'abord des petits entrepreneurs. Puis ces petits-là, comme on l'a vu souvent au Québec dans d'autres domaines, se sont fait acheter par des multinationales. Parce qu'effectivement, avec les contrats qu'ils ont eus, les petites équipes qu'ils ont montées, on leur proposait d'être probablement directeur général de la nouvelle entreprise, puis ils se faisaient proposer beaucoup de capitaux, alors ils ont tout vendu. Puis là, on est à Montréal, puis ça, c'est le vérificateur de la ville qui l'a dit à un certain moment donné, on est dans un système oligopolistique. C'est plusieurs grandes entreprises qui gèrent les contrats, jusqu'au point où la modernisation de la collecte, ce que c'est, la modernisation de la collecte, c'est ce qui s'est passé en janvier dernier. Là. Le recyclage, on va changer la façon de faire. Maintenant, on peut un peu tout mettre dans le bac à recyclage, tout ce qui est contenant emballage imprimé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était les sigles, puis il fallait 1 à 6. Puis aussi, ce que ça a donné, c'est que les cols bleus, ils vont écouter le vérificateur général, ils vont presque tout perdre leur contrat de recyclage. Parce qu'il faut comprendre que les cols bleus, puis ça, je reviens sur la question de tout à l'heure, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est que les cols bleus ont toujours donné au privé ce qui était le plus difficile dans la gestion des matières résiduelles. Eux gardant le plus facile, le recyclage, le moins lourd, le moins pesant. Et même le moins lourd, le moins pesant et le plus facile, ils vont le donner à partir de très bientôt, octobre, novembre. OK. Et qui vont à peu près tout perdre leur expertise, leur contrôle de la gestion des matières résiduelles. Puis c'est pas rien, parce que dans le sens, ces entreprises, on en est dépendants, ils font un service essentiel, mais si un jour on veut penser à faire une transition dans les déchets, comme on fait une transition énergétique, on est dépendant de ces entreprises-là qui ont quand même un système de croissance et de capitalisation. Donc, pour eux, la décroissance, c'est absolument très mauvais pour leurs affaires. Donc, il n'y a rien qui va encourager la décroissance. Là-dessus, il y a un auteur, Harold Crooks, qui a fait Le prêt à payer, un documentaire. Il a fait plusieurs livres sur les déchets, puis il avait cité le PDG de l'AIDLA. L'AIDLA, c'est une Ontarienne qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles. Présentement, ils font pas du résidentiel, ils transportent des déchets. L'AIDLA, le PDG avait dit lors d'une assemblée qu'un site d'enfouissement, c'est un puits de pétrole inversé. C'est sa citation. Puis ça donne la teneur un peu des personnes avec qui qu'on a mis comme partenaires. C'est-à-dire, si on veut avoir un modèle de décroissance des déchets, donc de la consommation, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont nous suivre. Et pourtant, c'est faisable. En Europe, en France, ils font ce qu'on appelle des contrats ouverts, c'est-à-dire l'entreprise, disons, à Longueuil, l'entrepreneur s'attend à ramasser sur une année donnée 1000 tonnes, mais s'il arrive à 800 tonnes, on lui donne un bonus. C'est quelque chose qui se fait ailleurs, mais pas ici. Ça favoriserait des comportements plus éthiques de la part de l'entrepreneur, en partenariat avec la ville. Mais si on ne demande pas ça, c'est quoi l'intérêt pour eux, qui ont déjà négocié souvent avec un site d'enfouissement d'une autre grande entreprise, un contrat? Puis, ce qui pourrait peut-être amener un changement, puis Rivière-du-Loup l'a vu, là, 70 d'augmentation de la facture. Ils n'ont pas la même dynamique avec des grandes entreprises, mais vu qu'il y en a peu d'entrepreneurs quand même, mais 70 de la facture, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont décidé d'ouvrir, de faire des négociations avec des pans ouverts dans le contrat. C'est-à-dire, au-delà d'un certain tonnage, la ville rouvre le contrat à nouveau puis décide peut-être de s'occuper de la gestion des déchets si c'est trop coûteux. Fait que de payer plus cher, c'est peut-être ça qui favoriserait une sorte de transition, je crois. Puis souvent, ce que je dis, c'est, en gros, là, lorsqu'on est propriétaire, on le voit, là, de ramasser des déchets, c'est 400 plus ou moins par année. C'est un des plus gros postes budgétaires là, pour une ville. Plus ou moins 400 400 là, c'est un service 5 étoiles, c'est-à-dire, tu as 4 voies, souvent, recyclage, compost, encombrant, déchets. C'est du porte-à-porte, c'est à l'année, beau temps, mauvais temps, congé, pas congé. C'est un service qui est très peu coûteux, contrairement à ce qu'on peut penser. Puis c'est peut-être parce que c'est pas coûteux que ça continue ainsi. Si ça coûtait cher, on n'aurait pas le choix de revoir le modèle. OK. Ça veut dire que faut trouver un autre chemin pour la décroissance. Vous avez dit tout à l'heure que les politiciens s'occupent très peu des vidanges parce que c'est non seulement c'est pas sexy, mais c'est pas très vendeur non plus d'intervenir là-dedans. Et où la solution? Il y en a beaucoup. Parce que
il y a beaucoup de gens qui n'attendent pas que justement les autorités mettent en place quelque chose. Là, je pense, j'ai été à Saint-Gabriel de Brandon. Ils ont les Amis de l'environnement. C'est un monsieur qui faisait du vélo, puis il a arrêté de compter ses kilomètres. Il a commencé à ramasser les bouteilles, puis compter les bouteilles qu'il ramassait. Il en a ramassé 3000. Puis lui, il a réalisé, en fait, qu'en région, les gens utilisent les trottoirs, les bords de route, pardon, comme des déversoirs. Là. C'est là qu'ils jettent leurs déchets. Puis lui, il est devenu vice-président des Amis de l'environnement. Puis ils mettent en place sans cesse des initiatives pour sensibiliser, responsabiliser les gens devant leurs déchets. Donc, ils n'attendent pas le politique pour agir. Puis, ce faisant, je crois, par les projets qu'on peut faire, ça peut amener le désir de faire autre chose. Nicolet, un autre exemple où j'ai été, c'est un prof en travail social qui, lui, a dit les encombrants dans la rue, moi, je suis plus capable. Fait qu'ils vont, avec les citoyens, ils s'est regroupés. Ils ont eu l'aval du pôle d'économie sociale. Puis ils vont créer un projet pour collecter tous les encombrants et en faire quelque chose, c'est-à-dire les donner à des organismes communautaires qui en ont besoin pour meubler, par exemple, des personnes en situation d'itinérance, pour le redonner à la population. Fait qu'il y a plein de trucs à faire qui sont, moi, ce que j'appelle des pas de côté. Là. C'est des trucs qui sortent un peu du système, puis qu'à force d'en faire, bien, ça va peut-être intéresser le politique parce que ça nous intéresse. Et en plus de poser des questions, c'est plutôt emmerdant. C'est-à-dire de demander à son élu où va mon recyclage, c'est quoi la réponse, il s'en va au centre de tri, OK, mais encore, après, où s'en va-t-il? Ah, il va se faire brûler à l'incinérateur. Je dis, OK, bon, mais il faut peut-être que j'arrête d'acheter du plastique. Ou, monsieur l'élu, pourquoi qu'on n'essaie pas de mettre une politique en place qui limite la quantité de plastique produit sur notre sol, comme on voit ça des municipalités, là, l'interdiction des sacs de plastique ou autre. Fait que de poser des questions, c'est déjà beaucoup, parce que là, le waste management, si je dis que c'est une inconscience collective, bien, de poser des questions, c'est comme sortir la tête de l'eau, puis s'intéresser à quelque chose qui est crucial dans notre société, c'est notre production de déchets. Puis du moment qu'on s'y intéresse, je pense que c'est plutôt emmerdant parce qu'on réalise qu'on est vraiment en poche. Au Québec, les statistiques sont poches, mais individuellement. Puis après ça, il ne faut pas non plus se culpabiliser parce que le 2/3 de ce qui est produit, c'est quand même des déchets de construction. C'est-à-dire, moi, si je fais 2 rues à Montréal, puis je fais un commerce qui a décidé de mettre ses déchets mal triés de façon illégale, bien lui, il va avoir en tonnage autant que les 2 rues. C'est-à-dire, les petits gestes, on essaie de faire le mieux qu'on peut à la mesure de ce qu'on peut faire, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même besoin de changements systémiques. C'est de toujours continuer, je crois, à faire quelque chose qui est cohérent avec ce qu'on peut faire puis qui nous fait du bien, qui fait du sens. OK. Donc, vous parlez de valorisation. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec d'utiliser ce terme-là, si c'est le bon terme. Là. Donc, les mouvements valorisent et ainsi de suite. Oui. Si le politique se mêle de ça, ça va foirer, non? Pour l'instant, c'est des gens de bonne volonté qui vont ramasser dans les vidanges. Puis ça m'amène à une question aussi. J'ai l'impression qu'on jette beaucoup de choses qui ne devraient pas aller dans les vidanges, qui ne sont pas finies. Ouais. C'est comme si on n'était pas capable d'imaginer une deuxième vie ou une troisième vie à des objets. C'est plus, je vais crisser ça sur le bord du chemin. Oups, je l'ai dit. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle on a besoin de changements systémiques. Le fédéral, par exemple, pour encourager les industries sur son sol, s'ils font venir des biens d'ailleurs, ils sont récompensés s'ils les démolissent, les détruisent. Ils ont un crédit d'impôt pour favoriser la compétitivité à l'intérieur du pays. Fait que c'est Radio-Canada qui a sorti ça, c'est un reportage sérieux, dans le sens que c'est une politique du gouvernement. Fait que lorsque je dis que c'est organisé, le fait de jeter, de détruire, c'est quelque chose qui est systémique. Alors oui, c'est vrai, ça va favoriser certaines entreprises, mais qui sont dans le neuf, pas dans l'usager. Puis c'est là le problème, c'est que si on a financé quelque chose présentement, puis c'est là qu'il y a plein de projets d'avenir, c'est de financer ce qu'on dit dans la hiérarchie des 3 RVE. C'est-à-dire, les R, là, ça dépend comment on les voit. Là, le 3e, c'est le recyclage. Le 1er, ça peut être réduire, refuser. 2e, ça peut être réutiliser, réemployer, réparer. Bien, ce 2e-là, il y a une économie qui peut naître. Une économie, en fait, de la réparation, du réemploi, de la réutilisation, puis d'investir beaucoup là-dedans. Puis ça, le provincial pourrait aider. Là, j'ai parlé du fédéral. Le provincial, on paye une redevance. C'est-à-dire, lorsqu'une compagnie jette une tonne de déchets, il doit payer 30 $ supplémentaires comme compensation à la collectivité. Si le gouvernement provincial mettait ça à 200 $, créait un fonds pour financer les valoristes, par exemple, on pourrait développer une économie parallèle. Fait que décroître, ça ne veut pas dire décroître tout, là. C'est décroître la consommation,
Puis, ce que moi j'aime de Donald Trump, c'est qu'il démontre que c'est possible de mettre des taxes aux frontières. Il le fait pour ses raisons à lui. Oui. Mais on pourrait le faire pour d'autres raisons, qui est, par exemple, de considérer les externalités, c'est-à-dire les problèmes engendrés par la production d'un bien. Si on le mettait dans le prix du produit, ça ferait qu'on pourrait moins faire venir des trucs de Temu, Shein. Fait qu'on a un gros défi, c'est que le modèle qu'on nous a présenté, c'est celui d'Amazon, c'est-à-dire de tout acheter rapidement, à bas coût, et neuf, la plupart du temps. Alors, l'usager, c'est un changement de mentalité de consommation. Fait que c'est un défi. C'est un défi, mais on peut y gagner, mais on a quand même besoin de soutien. Soutien parce qu'effectivement, lorsque s'ouvre une place de valoriste, ça ferme souvent. Ce que moi, j'ai aimé, un écocentre comme à Saint-Jérôme, qui, lui, est une forme de valoriste, mais ancré dans la communauté. Parce qu'en fait, si tu réduis ton tonnage, tu vas réduire, dans le fond, le coût de ton contrat. Ça ne se voit pas dans l'immédiat parce que les contrats se négocient aux 4 à 6 ans. OK. Alors, l'écocentre, lui, est un acteur pivot parce que lui réduit en réutilisant une partie des taxes que va devoir verser la ville. Un montant qui devrait, selon moi, lui être redonné. Fait que c'est là qu'on a quelque chose de plus intégré comme modèle, puis dans lequel on pourrait s'investir, s'engager, des projets d'avenir. Puis intervenant pivot, c'est aussi, étant la Croix-Rouge canadienne, c'était ça, on avait des plans de contingence lorsqu'il y a des urgences climatiques, il y en a de plus en plus sur notre sol. Bien, admettons qu'arrive un truc comme des pluies diluviennes, bien, tu as un écocentre qui donne une politique claire à tous les citoyens. S'il y a de l'eau sur un jouet en plastique, ça ne veut pas dire qu'il est plus bon. Fait que là, l'écocentre pourrait aller capter des trucs, ça réduit l'enfouissement, puis aussi, ça permet la réutilisation. Mais effectivement, en situation de crise, l'individu, je le comprends, de tout mettre sur le bord du chemin, mais c'est pour la raison pour laquelle il faut ce que j'appelle un intervenant pivot, un intermédiaire qui va nous expliquer la complexité de la gestion des matières résiduelles, parce que pour un individu simple, c'est pas simple, là, dans le sens que à un certain moment donné, c'est vrai que de recycler à Montréal, c'était de la merde. C'est la raison pour laquelle la Chine, à un moment donné, a dit c'est assez. En 2007, on a dit on prend plus votre recyclage, parce que les centres de tri, c'était des centres de tri qui étaient parfois mal gérés ou qui lançaient ailleurs notre recyclage. Et pourtant, en région, si tu étais affilié à Tricentris, qui est une coopérative, bien là, c'était bien. Mais comment tu veux savoir ça? À moins de poser des questions. Mais c'est pas normal que ça soit aussi complexe. Mais ça s'est construit complexe. C'est pas pour rien que ça s'est construit complexe, parce qu'on veut pas trop que l'individu réfléchisse à l'acte de jeter. À l'acte de jeter et où est-ce que ça se ramasse aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas idée de où ça peut se ramasser, toutes les choses qu'on met au vidange, tout ce qu'on pourrait récupérer, ce qu'on récupère pas, qui se ramasse après ça à être trié par des petites mains dans d'autres pays qu'on ne sait même pas situer sur une carte. Ouais. Ça m'amène à une question quand même. Vous avez dit dans d'autres entrevues que vous ramassiez énormément de choses dans les vidanges. D'abord, j'ai une question temporelle. Comment on fait pour ramasser quand ça va vite une run? Où est-ce qu'on met les affaires qu'on ramasse? Ouais. Ça fait partie du plaisir là, d'être super rapide et d'être quand même en mesure de voir les trucs. Fait que ça se développe. C'est le regard. En psychologie sociale, on appelle ça le priming. C'est lorsque ton cerveau est alimenté à voir quelque chose, de percevoir, tu peux le voir assez facilement. Fait qu'à force, mon cerveau s'est un peu orienté à voir certains trucs. Encore plus si on me les nomme. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens autour de moi, nomme-moi quelque chose, je te le trouve. Dans les déchets, laisse-moi un délai raisonnable, mais je vais te le trouver. Puis je trouve tout le temps. C'est vraiment pas difficile. Là. À la quantité de déchets, là, moi, je ramasse entre 30 et 40 tonnes par jour. Fait que, j'ai accès à beaucoup de matière. Fait que c'est pas trop difficile. Là. Puis, ayant ramassé de l'or plusieurs fois... De l'or. De l'or au air. Il y a des gens qui jettent de l'or. Jettent de l'or. Fait que, si l'or est un des biens les plus prestigieux ou les précieux d'une société, ça veut dire que l'univers des possibles est infini. Je peux trouver n'importe quoi. Littéralement. Mon ami, il a trouvé une Nintendo Switch avec des jeux tout fonctionnels dans les vidanges là, récemment. Fait que, c'est ça. Il faut juste s'y mettre. C'est sûr que si je diminue un peu ma rapidité, je peux voir plus, mais à un moment donné, ma capacité de stockage est limitée. Alors, ça me va le rythme que je vais, puis je mets ça n'importe où. Là. Ça va dans le câble, ça s'accroche sur le camion, ça se cache chez les citoyens. Il n'y a rien qui va faire que je ne ramasserai pas quelque chose. Là. OK. Est-ce que tous les vidangeurs ramassent comme ça? Non, par contre, ils ne sont pas tous aussi, disons, écolos, mais en même temps,
de tout temps, les gens qui ramassent les déchets, ce sont les classes populaires. Puis je parle pas que historiquement, mais même internationalement. C'est-à-dire, si tu t'en vas en Chine, avant qu'il y ait un système de recyclage implanté, c'était des gens qui quittaient les campagnes puis qui allaient dans les grandes métropoles pour commencer à développer eux-mêmes leur propre système de recyclage, un peu comme ceux qui ramassent les canettes ici. C'est-à-dire, ça fait que moi, les gens avec qui j'ai travaillé, dès le départ, ils savaient c'était quoi du cuivre, c'était quoi de l'aluminium, où tu vends ça, comment ça se collecte. C'était un b.a.-ba. Pour eux, c'était su, connu. Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Après ça, le problème c'est un métier qui paye bien. Alors, une fois que tu gagnes beaucoup d'argent, c'est des habitudes qui peuvent se perdre parce qu'elles ne sont pas faites ancrées. En psychologie, on dit que c'est pas des valeurs intrinsèques, mais des motivations extrinsèques, c'est-à-dire tu voulais de l'argent, fait que c'est pour ça que tu le faisais. Alors, c'est pas des trucs qui vont rester tout le temps, mais ils le savent assez bien. De toute façon, j'imagine qu'acheter neuf, c'est un symbole aussi d'ascension sociale. Maintenant, j'ai les moyens d'acheter neuf. Il y a quelque chose de l'ordre du symbolique. Ah oui, clairement. Puis tu veux comme un peu t'extraire de ta classe sociale. Il y en a beaucoup qui, puisqu'ils gagnent des bons salaires, se ramassent avec des dents à 40 000 $ dans la bouche. Là. Parce que lorsque tu as consommé beaucoup, puis en sociologie, il y a un fort stigma lié à la dentition. C'est-à-dire que tu peux perdre un emploi, tu n'oses pas sourire. Alors, c'est des gars qui se refont faire les dents, là, c'est incroyable. Comme d'ailleurs beaucoup de combattants de MMA, même chose, qui ont des très, très, très belles dents. Mais c'est des milieux qui communiquent beaucoup, hein? OK. Oui, bien, c'est plutôt à droite, tous ceux qui consomment du MMA. Puis moi, c'est la raison pour laquelle, dans le fond, je me suis intéressé à ça. Pour connecter avec mes collègues. OK. Puis finalement, je trouve ça super le fun. OK. Est-ce que vos collègues ont lu votre livre? Oui, ben il y a même des gens qui se sont fait un selfie d'eux en train de lire un livre, tellement que c'était exceptionnel. Oh. Parce qu'une grande partie n'avait même pas terminé son secondaire, n'avait jamais lu un livre de leur vie. Donc, ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Ils ont aimé ça? Oui. De toute façon, il y avait une solidarité là, au lancement. Il y avait énormément de vidangeurs qui étaient là, qui étaient présents. Là. Oh, un petit clash de normes sociales, j'imagine, dans un lancement? Il y avait le directeur de mémoire de Flammarion qui était là, puis il y avait des vidangeurs. Là. Cool. Puis les vidangeurs, c'est drôle parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont tous mis à côté de moi, comme ça ici, parce que d'après moi, ils ne maîtrisaient pas le code social assez bête que dans une classe, tu te mets devant la personne qui parle. Fait qu'eux, ils étaient tous ici. Puis là, les gens leur disaient, ben non, vous ayez dans la foule. Ils disaient, ben non, ça parle de nous autres. On se met ici à côté de Simon. Puis là, pendant que les gens me posaient des questions, ils répondaient. Puis ils s'engueulaient entre eux. C'était génial. Parce que justement, ils ne maîtrisaient pas ces codes sociaux-là. Mais c'est beau parce que dans notre société, il y a plein de gens qui ne les maîtrisent pas. Puis il faut être à l'aise avec ça. Wow. J'aurais tellement voulu voir ça. Quand même. Merde, j'avais une question. Puis là, elle est partie. Ça s'en vient. Je vais la retrouver. En attendant, je peux en poser une autre. J'en ai tellement. Non, en fait, c'est ça ma question. Êtes-vous étonné de la réception critique de votre livre? Vous avez été quand même partout. Il y a peu d'auteurs au Québec qui peuvent se vanter d'avoir fait la tournée de tous les médias, dont les plus prestigieux. Est-ce que vous attendiez un tel succès là, pour un ouvrage quand même qui traite d'un sujet dont on ne veut pas voir l'existence souvent? Poubelles. Les poubelles. Non, pas du tout. Drôlement, moi, dans ma vie, je suis pas du tout issu, par mes origines sociales, là, du milieu du livre. On parlait pas de livre, ni de théâtre à la maison. J'avais jamais été à un salon du livre de ma vie. Je sais même pas c'était quoi un éditeur, une maison d'édition. Donc, j'avais de la misère à me projeter, vraiment beaucoup. Et tant mieux, parce qu'en fait, les portraits que j'ai faits, sans dire que c'est des portraits à charge, c'est des portraits quand même d'une certaine violence. Ils sont porteurs d'une réalité sociologique que je voulais rendre, oui. Mais en même temps, je voulais pas rajouter de la violence, surtout de la violence symbolique. C'est la violence des médias. Si tu n'as pas accès à la sphère des médias, c'est une violence auquel tu peux même pas répondre. Fait que, pour moi, j'ai des gens quand même qui, contrairement à ce qu'ils peuvent avoir l'air, là, virils, comme vous avez dit, ben, ils sont aussi très vulnérables, surtout vulnérables. Alors, je voulais pas rajouter de la violence là-dessus. Puis, je me serais probablement censuré si j'avais su le succès. Ah oui. Ah, oui, j'aurais... Lorsque j'ai vu l'ampleur que prenait le livre au départ, j'ai écrit au gars, parce que je travaille encore, même je place littéralement, je fais du placement dans certaines entreprises.
du placement là, sans intérêt, parce que je veux rendre service aux gars. Puis j'ai un bon contact avec beaucoup de ces vidangeurs-là. Puis j'ai ouvert le dialogue. J'ai dit, si vous avez l'impression que vous vous sentez discriminé ou attaqué par rapport à ce que j'ai écrit ou quelqu'un, on se parle. Vraiment. Puis de toutes les demandes que j'avais, j'en ai eu beaucoup. Les vidangeurs, c'est souvent les premiers à qui je réponds. Je veux être sûr que... OK. De ne pas m'avoir fait du crédit social sur leur dos. C'est vraiment un souci important. C'est peut-être mon côté intervenant social, là, mais ouais, pour moi, c'était important. Là, En même temps, ce que j'ai dit aux gars, c'est pour une job tough, vous avez eu des viroffs, puis c'est pas pour rien, puis je pense qu'il fallait le rendre avec justice. C'est ça, je leur disais, puis ils comprenaient. Là. Vous avez une posture particulière parce que vous êtes à la fois à l'intérieur de l'univers et à la fois à l'extérieur. C'est ce qui vous permet d'avoir justement là, ce regard particulier. Ce livre-là est issu de ce regard-là. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur, à l'extérieur ou entre les deux? Comment vous vous sentez par rapport à l'univers des vidanges? C'est-tu votre univers ou pas? Oui. Bien là, il y a le concept transfuge ces temps-ci qui est très populaire. J'allais pas là, mais allez-y. Bon. On en a parlé déjà un peu. Puis transfuge, c'est de quitter sa classe sociale pour en adopter une autre, ses codes. Moi, je serais plutôt... puis là, je suis pas un expert. Hein. Chantal Jacquet, le livre Transclasse, que j'ai pas lu, mais j'ai écouté l'auteur. C'est l'idée que moi, je me promène entre les classes sociales sans quitter qui je suis. Moi, je pense que je suis plutôt comme ça. C'est-à-dire... Il y a des trucs qui me rendent hyper mal à l'aise lorsque j'étais avec mes collègues vidangeurs. Le machisme, certains propos racistes, une façon d'être, le manque de soucis pour l'environnement, par exemple. Mais lorsque je vais à Radio-Canada aussi, j'ai énormément de malaise. Si j'amène un Pepsi en canette à Radio-Canada, je me sens mal. Je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il faut que je m'habille mieux. Comme là, je suis un peu habillé mieux que lorsque je travaille ou je suis à la maison. Il y a une liberté comme ça qui fait que j'aime être un peu entre les deux univers. Puis ça me permet justement d'être connecté avec plein de gens. Puis ça, c'est peut-être aussi en intervention, on fait l'histoire de vie. Là. Puis lorsque tu fais l'histoire de vie de quelqu'un, mais ça te permet de voir que tu es différent, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Puis moi, j'essaie de voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Alors, lorsque je m'en viens avec des vidangeurs, je n'essaie pas tout le temps de les confronter avec mes idées. On va cheminer là où on est. Puis lorsqu'on fait l'intervention psychosociale, justement, tu te dis tout le temps, toute vérité n'est pas bonne à dire à une personne qui n'est pas prête à la recevoir. Fait que moi, je suis pas dans une posture d'éducateur ou supérieur. Moi je les écoute comme... Bon, on contribue, c'est un échange. Là. Fait que c'est peut-être ce qui me permet d'être dans tous les milieux, de passer assez bien. Autant à Cube Radio, les radios populaires de Québec m'ont invité. Puis les radios populaires, ils m'ont parlé de surconsommation. C'est eux qui m'ont parlé de surconsommation. J'étais sur le cul. Fait que, comme quoi, la surconsommation est peut-être quelque chose qui fédère dans notre société, autant à gauche qu'à droite, disons, là, si on a à dire qu'il y a un spectre politique. Fait que c'est intéressant. OK. Manifestement, en tout cas, ça intéresse plus les citoyens que les politiciens, la surconsommation. Comme problème, en tout cas. Oui. Je vais le dire comme ça. Oui. Pensez-vous que vous avez tout dit sur les vidanges ou il y aurait possibilité d'en dire encore dans un autre livre, par exemple, ou dans un autre format? Oui. Oui. Bien, il y a déjà énormément de projets liés au livre, présentement, qui vont jusqu'à des séries de portraits qui pourraient venir. Mais sinon, moi, pour écrire, j'ai beaucoup lu France, États-Unis, parce qu'on a peu écrit sur nos déchets au Québec, vraiment peu. Fait que l'histoire de nos déchets, bien, c'est ce que je viens de dire ici en conférence, drôlement, c'est moins dans le livre, là. Je déborde beaucoup, puis c'est un peu comme un rodage. Là. Ce que je dis, c'est des trucs que j'aimerais aborder de façon plus approfondie dans un prochain livre. Comment s'est construit notre rapport aux déchets? Pourquoi qu'on a décidé de laisser la grande entreprise? Qu'est-ce que le gouvernement fait, ne fait pas? Pourquoi il le fait? Puis pourquoi il le fait? Moi, j'ai l'impression, lorsqu'il y a eu le World Trade Center, les 2 tours qui ont tombé, je me souviens de George Bush a dit de mémoire le lendemain, c'était aller magasiner. Comme quoi, notre mode de consommation n'est pas négociable. Mais s'il n'est pas négociable, c'est parce qu'il dépend d'un système de gestion des déchets. Puis c'est ça que moi, j'aimerais... creuser un peu plus avec aussi notre histoire. Je sais qu'en ville, il y a ce qu'on appelle les guenilloux à Montréal. C'était des gens qui, justement, vivaient de la marginalisation, de l'ostracisme. Il y avait même une chanson, ces guenilloux. C'était comme un peu le bonhomme 7 heures. C'est ceux qui ramassaient les guenilles avant que les déchets
que les objets polymériser, là, c'est-à-dire imbriqués de plein de matière. Oui. On ne savait pas quoi faire avec, mais les guignols ramassaient un peu tout avant l'avènement des vidangeurs. C'était qui, pourquoi, comment les autorités les percevaient. C'est tout ça. En région, ça s'appelait les quêteux. Il y avait ce qu'on appelle les bancs de quêteux. Là. C'est les agriculteurs avaient un banc devant chez eux, puis les gens, ils savaient qu'il y a des gens qui ouvraient le banc, puis il y avait des trucs qu'on leur donnait. Fait que c'est ce rapport-là qu'on est passé de ça à des vidangeurs, à un semi-remorque. C'est ça que j'aimerais creuser, puis voir où on s'en va. OK, mais en tout cas, ça part mal comme projet de société quand on dit aller magasiner, hein, comme si c'est le projet de société. Il y a mieux que ça. Et je vois encore là un autre paradoxe que je n'avais pas nécessairement soulevé avant. Peut-être que oui, en fait. On demande de consommer d'une part, parce que notre univers tient en grande partie à cause de ça, grâce à ça. Et d'autre part, on entend souvent des discours de citoyens, il faut faire attention, il faut moins consommer, il faut mieux recycler. C'est un double discours. Et on demande aux citoyens de se responsabiliser individuellement. Si tu ne mets pas tes feuilles au recyclage, tu es un mauvais citoyen. Mauvais citoyen. Mm-hmm. Et on répète ce message-là en sachant très bien que ça ne changera rien. Surtout quand on connaît l'historique et le manque de confiance qu'on peut avoir, ça va vraiment se ramasser à quelque chose d'utile ou j'envoie ça dans un dépotoir sans le savoir aussi. Comment on concilie ça, en fait, là? On est dans un système qui n'encourage pas en toute la décroissance, puis de l'autre, on demande encore plus aux citoyens de faire attention. On met des bacs de triage partout, puis quelqu'un met sa pomme au vidange, puis on est fâché parce qu'il ne l'a pas mis au compost. Là-dessus, c'est ce qu'on dit souvent là, de nos jours, l'éco-anxiété. Je suis de la génération où ça a commencé. Moi, en tant que... j'ai déjà été thérapeute. L'anxiété, ça paralyse. L'anxiété, c'est une réponse à un stresseur, donc ça peut être sain, là, mais à long terme, c'est poche, parce que dans le fond, ça te paralyse, puis ça donne pas envie ni à toi d'agir, ni aux autres. Tu leur donnes pas envie d'agir. Alors, l'idée, pour moi, c'est de... Il faut pas vivre de dissonance cognitive parce que c'est pas plus sain. C'est-à-dire, une fois que tu es informé, tu veux quand même prendre action. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire à ma mesure, où je suis, qui me fait du bien et qui fait avancer mes idéaux. Moi, je pense que ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon, puis ça permet toujours d'avancer un peu, de donner envie d'avancer. Puis il ne faut pas le faire, je crois, dans une logique de comparaison, jugement. Là. Je pense à... Moi, je suis en région, en banlieue, je fais du vélo l'hiver. Puis lorsque j'avais 20 ans, je me disais, je fais du vélo, tout le monde va faire comme moi parce qu'ils font « aïe, il est hot ». Puis même personne qui a fait ça. Si j'avais fait ça pour les autres, je me serais planté. C'était pas bon, mais il faut le faire pour soi-même. D'abord pour soi-même. En même temps, il y a quand même une dimension morale à ça. Une bonne personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne produit pas beaucoup de déchets, qui fait du zéro déchet, qui s'en va à l'épicerie locale, mettre ça dans des pots en verre, même si ça coûte 3 fois plus cher, et ainsi de suite. Donc, il y a une injonction morale, mais ça coûte cher de ne pas consommer. Moi, c'est l'injonction morale que j'aime pas. Parce que l'injonction morale suppose la culpabilité. Oui. Puis, c'est pas tout le monde qui a accès au même réseau zéro déchet. C'est ça. Fait que... C'est pour ça que je dis, dans ta région, tu te renseignes qu'est-ce que je peux faire de bien. Comme je disais, moi, de recycler en banlieue, c'était facile. J'avais Tricentris à côté de moi. En ville, de l'envoyer à un centre de tri, j'aurais été mal à l'aise. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas, mais ça aurait été très lourd comme citoyen de prendre mon recyclage et d'aller le porter ailleurs. Fait que c'est la raison pour laquelle on s'inscrit dans des milieux, puis il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je parlais de Saint-Gabriel de Brandon avec les Amis de l'environnement. Eux auraient pu, dans la région de la Naudière, aurait pu être un très bon investissement de mon temps, puis un intervenant à qui poser mes questions. Fait que c'est vraiment de voir... Déjà, la prise de conscience, c'est déjà beaucoup. Puis après ça, de faire de son mieux. Moi, je pense aux organismes gouvernementaux qui... les hôpitaux, entre autres... les centres de réadaptation ne le recyclent, par exemple, même pas du tout. Puis, tu as une masse critique c'est facile, bien facile. C'est quand même, ça peut être accessible. Je travaille dans un hôpital, je m'en vais voir un gestionnaire, puis je mets de la pression. C'est la diversité des tactiques, dirait-on, en système anarchique. C'est-à-dire chaque personne peut choisir son mode d'action là où il pense qu'il y a le plus d'impact. Mais c'est plus facile à petite échelle qu'à grande échelle, où le système est trop complexe pour qu'on puisse agir efficacement à l'intérieur. C'est ça. Donc, à petite échelle, à l'échelle du cégep, où est Maya? Allô?
Si vous avez des idées, des initiatives, allez voir Maya. Puis c'est ça. Moi, j'ai eu des rencontres, puis j'ai eu, par exemple, une école qui a dit qu'il allait aider les concierges pendant l'année pour côtoyer quelqu'un peut-être un autre milieu social, mais aussi voir la quantité de déchets. Fait que c'est un beau projet qui, seulement ça, peut permettre d'avancer, en tout cas en termes de gestion de matières résiduelles. Puis j'ai une autre école qui m'a dit que dans le fond, eux, ils avaient pris tous les déchets de l'école pendant une semaine, puis ils avaient étalé dans la cafétéria pour voir la quantité de déchets produits. Fait que c'est ça, c'est multiple, mais c'est de les imaginer là où on est, si on en a envie, si la question nous touche. Là, je vais poser une dernière question, puis après ça, je vais laisser les gens dans la salle poser des questions. Je vais finir ça assez simple, en fait. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez trouvée dans des vidanges? Bien, les dildos, ça surprend tout le temps. Ah! Puis... Ça se recycle pas? Je me suis pas renseigné. Puis, ce qui est bizarre des dildos, puis là, je ferais une analyse d'une pratique genrée du fait de jeter. Des condoms, j'en vois partout. Ouverts, éparpillés, ça tombe sur la queue. Mais les dildos, la plupart du temps, je les ai trouvés dans des poubelles publiques. Oh! Jamais comme... Pas devant la maison. Devant la maison. Loin, loin, loin. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça dit de notre société, mais c'est quand même quelque chose d'assez constant, à moins de le trouver dans un lieu reculé un peu bizarre. Style un rang de campagne à Pointe-Calumet. Intéressant. Là, je trouve des fois des affaires un peu bizarres. Comme quoi? D'autres objets sexuels. Bon. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre livre dans le recyclage? Non, mais je crois qu'il est sur Marketplace, mes collègues m'ont dit. C'est une forme de réemploi, j'approuve. Oui, OK. Bien, merci. D'abord, avant de poser la parole des questions, je vais prendre le temps de vous remercier infiniment pour votre grande générosité. Bonjour. Bonjour. Juste m'excuser, j'ai un peu la voix qui se perd. Déjà, je voulais vous remercier d'être venu nous faire cette belle présentation. C'est très noble et surtout, c'est pas tous les jours qu'on entend parler de vidangeurs, parler de leur métier, parler aussi de leur passion pour le métier. Et ça me fait penser à mon père. Mon père m'a souvent dit, il m'a tout le temps dit qu'il n'y a pas de sous-métier et c'est vrai et on le voit de plus en plus. Quand je venais d'aller au Canada, il y avait eu la pandémie quelques mois après. Donc, pendant la pandémie, on a commencé vraiment à féliciter certains jobs, comme par exemple les infirmières, les vidangeurs. Donc, je me suis demandé juste, est-ce qu'il y avait une considération qui a augmenté avec votre métier pendant la pandémie? Ou est-ce que pas du tout, c'était toujours la même chose, les gens ne vous considéraient pas? Ou est-ce qu'il y a eu un changement dans la société vis-à-vis du rôle de vidangeur? C'est une très bonne remarque. On l'a pas... On ne l'a pas tellement senti parce qu'en fait, les gens peut-être étaient isolés, puis on passe à des moments où on ne voyait pas beaucoup de gens. Mais oui, la pandémie, c'est un moment où on a réalisé le caractère essentiel de certains emplois plus que d'autres. Là, si on avait à faire un tri. De là, justement, Bullshit Jobs de David Graeber. Là, on est vraiment très, très en lien. C'est pour ça que je trouve que l'analyse est bonne. Mais non, je ne l'ai pas remarqué. Mais les vidangeurs entre nous... On s'est enorgueillis, il y avait énormément de fierté d'être dans les seuls qui sortons, qui continuons à faire rouler la société. Ça, il l'avait. Puis en plus, drôlement, il y avait un vidangeur qui m'avait dit on devrait proposer aux gens qui nous payent puis qui viennent avec nous s'entraîner parce que les gyms étaient fermés. Fait qu'il y avait un vidangeur qui m'avait dit ça. Je disais, c'est pas con ton affaire quand même. Parce que nous, justement, on trouvait ça cool de pouvoir continuer à bouger. C'était une chance. Je m'excuse, j'ai deux petites questions encore. Pas de problème. La deuxième question que j'avais pensée, c'était comparé à d'autres pays. Vous pouvez un peu constater que je suis pas née ici, mais je viens dans notre pays et tout. Et sauf que on sensibilise beaucoup plus dans les pays industrialisés comme le Canada, en Europe, ainsi de suite, sur le recyclage, ainsi de suite. Quel conseil vous allez donner à nous, la jeunesse, parce que vous êtes là à l'école, quel conseil vous allez donner à nous, parce qu'on est quand même une jeunesse qui revendiquons beaucoup, qui faisons vraiment beaucoup bouger les choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre vie quotidienne, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de l'éducation, à apprendre aux gens comment mieux se gérer? Parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail qui va prendre du temps. Donc, vous êtes le plus expérimenté, vous avez vu pas mal de choses dans la vie. Donc, c'est quoi vos meilleurs conseils? Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer vraiment facilement au quotidien? Bien déjà de déconsommer, parce que si on fait le chemin de croix de réparer ou bien s'occuper de nos trucs, c'est tellement lourd, c'est tellement difficile
que ça donne pas envie de consommer. C'est-à-dire, on met énormément d'énergie psychique à consommer, c'est-à-dire les marques, quelle marque par rapport à quelle autre marque, quel prix, quel moment ça va venir chez nous, et tellement peu d'énergie à comment bien jeter, comment bien disposer, que si on inversait la relation, puis à toutes les fois que moi je le fais, là, ma montre à brise, mais il faut que je la répare. Fait que si tu fais ça pour chacun de tes objets, tu ne voudras plus consommer. C'est trop lourd, c'est trop compliqué. Puis c'est pas pour rien, justement, que c'est facile de jeter. Fait que d'avoir cette mécanique-là en soi, qui est en plus super bonne parce qu'on sait que le taux d'endettement des ménages augmente, l'accès à la propriété va diminuer, de déconsommer peut potentiellement nous donner plus d'avoir, plus d'argent. Alors, je trouve que cet exercice-là pour chacun des objets est sain. Puis en plus de ça, être freegan, le concept de vie des rebuts de la société de consommation, c'est avoir du respect pour l'objet qui est venu sur notre sol. Puis une fois qu'il est à nous, on en a une responsabilité. C'est-à-dire d'essayer d'imaginer la chaîne de valeur qui est imbriquée dans l'objet. Justement, si c'est des gens en République démocratique du Congo qui ont été prendre du cobalt, bien, on ne le jettera pas. Ça serait déjà au moins le minimum si on n'a pas le choix d'avoir créé ce système-là. Fait que c'est toujours pour chacun des objets d'essayer de réfléchir à son tout. Fait que ça, c'est déjà beaucoup. Puis pour ce qui est, bien, vous parliez des autres, des nouveaux arrivants un peu. Bien, moi, j'ai Blandine Chamou, c'était une experte à l'UQAM, camerounaise, qui dit qu'effectivement, dans certains pays, les pratiques de gestion de matières résiduelles, ça va être ce qu'on appelle du mix. Ils vont vraiment tout mélanger comme nous, il y a 30 ans. Puis effectivement, il y a une occasion manquée pour les nouveaux arrivants d'apprendre comment ça marche ici. Parce que même si tu es ici depuis 20 ans au Québec, tu es déjà mélangé. Fait que vraiment, que tous ceux qui arrivent ici, puis à la Croix-Rouge canadienne, c'est une recommandation que j'avais faite aux nouveaux arrivants, on devrait... Blandine Chamou dit, dans tous les moments où on peut jeter quelque chose, il devrait avoir un geste d'éducation. Puis ça me fait penser dans les fast-foods, à un certain moment donné, ils mettaient des différents bacs, puis ça a été abandonné parce que le monde mélangeait. Mais si les entrepreneurs avaient des incitatifs pour qu'une partie de leur employés soient formés et informent les gens comment bien trier, c'est des occasions où on peut apprendre comment mieux gérer collectivement nos déchets. Même affaire pour les festivals, les fêtes publiques. Le déchet, tout l'urbanisme, les villes ne sont pas pensées pour la gestion des matières résiduelles. Entre autres, les pistes cyclables, je l'ai dit à Projet Montréal. Ça fait qu'il y a plein de moments où les déchets s'éparpillent, sont éventrés, sont éloignés du lieu. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer pour l'avenir. J'ai débordé un peu, mais j'ai répondu, oui. C'était parfait. Okay. Et dernière, puis après je prends m'asseoir. Mais c'est pas vraiment une question, mais c'était plus un commentaire parce que vous avez dit quelque chose qui m'avait un peu interpellée. Vous avez parlé du marathon, donc vous compreniez pas. Bon, vous, c'était plus madame, oui. Mais vous comprenez pas pourquoi on va plus féliciter une personne qui va faire du marathon qu'une personne qui va pas en faire, qu'une personne qui fait du vidange que notre. Ça me fait penser à une phrase d'un réalisateur d'un film, un film qui s'appelle La haine. Il s'appelle Mathias. Oui. Je pense Mathis. Mathieu Kassovitz. Désolée, je parlais mot. Oui. Il a fait le film La haine et dans le film, il y a une phrase qui dit « La haine attire que la haine ». Dans ce contexte-là, je dirais que la méprise attire que la méprise. Mm-hmm. Pour vous, est-ce que vous avez une certaine frustration envers d'autres métiers? Est-ce que pour vous, vous vous dites que, OK, oui, le marathonien, oui, il a couru et tout, mais ça, il ne vaut pas plus que moi. Est-ce que c'est une DA que vous pensez, que vous enclenchez? C'est peut-être une radicalité que j'avais lorsque j'étais jeune. Puis éventuellement, on acquiert peut-être une certaine sagesse, un détachement. Puis c'est la raison pour laquelle, en psychologie, la motivation intrinsèque, extrinsèque, il faut vraiment essayer de faire les choses pour soi-même, pour pas vivre de dissonance. Puis ça fait que tout ce qui est des influences extérieures, ça nous affecte beaucoup moins. Fait que, mais ça, je vous dis, ça pourrait être pour d'autres trucs. Des préposés bénéficiaires, c'est un emploi aussi très exigeant que je trouve qu'on méprise, c'est des personnes qui devraient gagner des prix quasiment tous les jours. Là. Fait qu'on pourrait vraiment le généraliser, là, mais moi, je le vis pas. Mais je crois que des gens peuvent le vivre, ce mépris-là, oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je demanderai d'aller au micro, s'il vous plaît. Si vous passez par en avant, ça va être plus simple. Alors, j'ai une petite question pour vous. Oui. Est-ce que le fait que vous avez décentralisé le matériel de votre vie, est-ce que ça vous fait sentir seul des fois par rapport aux autres, au niveau valeur? Est-ce que vous vous sentez incompris par rapport à ça? Non. Parce que... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on est... L'éthique, c'est quelque chose qu'on développe.
puis éventuellement pour soi-même surtout. Là, on peut avoir des influences, puis d'acquérir une confiance en ce qu'on fait, une fois que c'est établi. Les influences extérieures ont moins de force, moins de prise. Puis j'aime pas beaucoup la confrontation, dans le sens que, comme je disais, pour les personnes qui ont des dépendances, chaque personne que je rencontre est où elle est au moment où je la rencontre. Je m'attends pas à... Je veux pas changer les gens. Je veux pas les juger dans ce qu'ils font. Je veux vraiment... Puis ça c'est une posture qui fait qu'on est imperméable, mais sympathique envers les autres. C'est ce qui fait que je suis en mesure, je pense, d'être, comme on disait, là, dans différents milieux et d'être à l'aise. Puis j'essaie vraiment de voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit. Parce que, par exemple, comme commentaire, on dit « Comment tu fais pour te tenir avec du monde aussi bizarre? » Mais je dis « On fait société avec eux. On n'a pas le choix, c'est un fait. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est le défi. Fait que moi, j'essaie de leur apporter ce que je peux leur apporter s'ils sont ouverts au dialogue. Puis déjà ça, moi, je trouve que c'est bon. Merci beaucoup. Belle réponse. Merci. On a une autre question. Allez-y, monsieur. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bien. J'aurais 3, potentiellement 4 questions à vous poser. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, dans le fond, et à persévérer dans l'écriture du livre? C'est une chance, une opportunité. Lors de ma maîtrise, j'ai décidé d'aller faire mon stage avec Alain Deneau, un de nos grands philosophes au Québec. Puis Alain, lui, a fait l'équivalent d'un passeur. Moi, je n'étais pas du tout du milieu du livre. Il m'a amené à rencontrer une maison d'édition et un éditeur. Je ne savais même pas c'était quoi un éditeur. Sans Alain, j'aurais pas pu écrire. Puis drôlement, le livre comme médium pour communiquer, c'était pas le mien, là. J'étais un mauvais écrivain. Ça m'a pris du temps. C'était compliqué. Moi, j'ai échoué mon français là, au cégep. Là. Fait que je partais de loin. Ce que Alain a vu, puis ça, c'est en sociologie, le statut de l'étranger, Georg Simmel, c'est qu'il a vu la valeur du discours que j'avais. Puis effectivement, j'avais un discours qui m'habitait, quelque chose que je voulais communiquer. Alors, je me suis astreint au livre. Lorsque je m'y mettais, c'était cool, mais Alain disait souvent, le livre, c'est toujours ce que tu remets parce qu'il n'y a pas urgence de le faire. Moi, je faisais plein de trucs. Alors, ça m'a pris du temps. Mais je suis continuellement surpris de l'ampleur qu'a encore un livre dans nos sociétés. Moi, je suis de la génération qui écoute plus de vidéos qui lit par moment. Puis pourtant, je suis là grâce à un livre. C'est fou. Puis j'ai été un peu partout au Québec, puis un livre sur les déchets en plus. Alors, c'était le pari de la maison d'édition d'Alain, mais je leur dois beaucoup. C'est la raison pour laquelle on me dit souvent je veux t'acheter le livre pour que tu aies plus de cash. Je dis non. J'ai dit moi, je veux que la maison d'édition ait de l'argent. C'est grâce à elle, grâce aux bibliothécaires, aux distributeurs, que le livre peut circuler. Merci beaucoup. Ma deuxième question, je viens d'une classe plus aisée et je me demande comment vous percevez, vous, les éboueurs, les gens des classes plus aisées comme moi? Ouais. Je me suis jamais fait poser cette question-là. C'est sûr que... parce que j'ai de la misère à répondre en leur nom. Les éboueurs, c'est... Ah, d'accord. Désolé. Les vidangeurs, ce qu'on se fait dire, puis c'est des nouveaux arrivants qui me l'ont dit, on est des chialeux au Québec. Les vidangeurs, c'est des chialeux. Fait qu'ils chialent sur tout. Fait que si tu es au travers de la route puis que tu es un peu méprisant, ben on va te gueuler après. Je pense que lorsqu'on arrive dans les quartiers riches, parce que la particularité d'un vidangeur, c'est que tu vas partout. Partout où il y a des humains, il y a des déchets. Fait que je crois qu'on emmerde les riches. C'est-à-dire, ils savent... On se demande souvent, lorsqu'on passe devant une maison, « Ah, comment ça que lui est riche, pas moi? Moi, je pourrais jamais accéder à une maison comme ça. » Fait qu'il y a ce discours-là. Mais c'est plus des généralités là, que du tac au tac. Fait que si, à moins d'avoir une Porsche puis d'essayer de rentrer dans le troc ou le dépasser, là il va t'envoyer chier, mais sinon, il n'y a rien de... C'est du tac au tac. C'est vraiment la relation qui se crée, je pense, que plus que des analyses, disons, de classe. Je sais pas, est-ce que j'ai bien répondu? Parce que c'est la première fois que je me fais poser ça. Oui, totalement. Oh, pardon. Je voudrais vous dire, moi, je vous suis reconnaissant totalement du travail que vous faites. Sans vous, on serait dans notre merde, littéralement. Ouais. Oui, merci. C'est gentil.
Sinon, ça a moins rapport, mais qu'est-ce qui serait pour vous une solution contre les oligopoles, contre l'oligopole, les oligarchies étrangères, les compagnies comme Waste Management? Bien, les contrats ouverts, comme j'ai dit, ça serait bon. Contrats ouverts, l'augmentation de la redevance au provincial, taxer aux frontières les produits qui viennent d'ailleurs, qu'on ne recommande pas les pratiques, financer davantage le deuxième R, c'est-à-dire que le seconde main soit vu non comme une économie parallèle, mais la première des économies, c'est-à-dire je m'en vais toujours sur Marketplace, mettons, plutôt que d'aller sur Amazon. Puis pour ça, il faut être très performant, c'est-à-dire il faut aller vraiment tout chercher ce qui se jette pour avoir une masse critique qui permet quand même d'être quand même un peu compétitif avec l'offre du neuf. Ce qu'on fait là, ça participe peut-être d'aller dans la bonne direction parce qu'il faut mettre de la pression sur les élus municipaux, montrer que le déchet pourrait être un enjeu démocratique parce que pour l'instant, ce qui s'est passé à Hochelaga, puis j'ai pu le dire au maire de l'arrondissement, c'est que le déchet a été un enjeu politique sans dire idéologique. Il y avait une idéologie derrière, mais pas démocratique. Le déchet, puisqu'il est construit comme un droit dans notre société, de le réhabiliter comme un enjeu démocratique, c'est-à-dire les citoyens disent qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis qu'est-ce qui serait souhaitable, ça permet moi je dis, se réapproprier le déchet, puis de permettre aux gens d'accepter les changements davantage que ce qui s'est passé, selon moi. Fait qu'il y a un défi démocratique, puis là-dessus, il y a Michel Séguin qui a écrit un livre sur une gestion écologique des déchets. Puis je pense qu'on devrait aller vers ça, mais eux, ils militent depuis 30 ans là-dessus, puis on n'a pas tellement bougé. Fait que... OK, justement, ça l'enchaîne avec ma troisième question, cette question de démocratisation des déchets. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'indifférence politique envers le milieu des vidangeurs? Bien là, je reviens à ma citation de Bush, parce que dans les dernières années, la croissance est beaucoup propulsée par la consommation. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point ils comprennent le lien que moi je propose là, entre facilité de jeter et facilité de consommer. Mais en même temps, lorsqu'il y a un site d'enfouissement qui est plein, il y a toujours le gouvernement provincial qui donne un décret puis il dit on continue à le grossir. Là. Jamais on va arrêter le modèle. Puis je me dis, ben là, ça serait cynique de dire qu'ils le savent tous puis qu'ils continuent. Moi, je pense que ça fait partie un peu d'un système qu'on veut pas, qui est de la décroissance, là, qu'on veut pas toucher parce que ça serait compliqué, parce que ça demande de modifier tous les paradigmes, les façons dont on pense différents champs de notre économie. Fait que c'est ça qui est plutôt emmerdant, qui est difficilement politiquement, là, dans un système électoral à alternance, à envoyer. Là. Fait qu'il y aurait vraiment il faudrait envoyer ça comme un projet, puis on aurait dit des projets, c'est comme des défis compliqués. Écoute, c'est des hypothèses, c'est des réflexions, mais j'ai pas de réponse claire parce que c'est pas évident, mais c'est une excellente question qu'il faut poser encore sans cesse. Ben, merci pour votre écoute à mes questions et je vais partir. Merci. C'est une très bonne question. Merci, effectivement. Je vais perdre ma job d'intervieweuse, c'était bon. Il y a les élections le 2 novembre, je dis ça de même. Je pense que là, on aurait-tu... Dernière question rapide. Dernière question, on fait ça rapidement, s'il vous plaît. Oui. Partez pas, il y a un tirage après. Bonjour. Dans le fond, c'est plus au niveau, je dirais, budgétaire aux écoles. Par exemple, je vais avec au secondaire, je faisais partie du comité environnement, puis on a posé des actions duquel on a mis des bacs de recyclage, des actions qui coûtent rien. Mettons plusieurs bacs de recyclage, bon, peut-être en acheter plus, ça a coûté quelque chose supplémentaire pour diviser plus ces déchets, etc., des choses comme ça, autant que ça soit poubelle, recyclage, pour sensibiliser les jeunes parce qu'éventuellement, ça va être nous, les consommateurs, qui ont encore des années et des années à consommer. Puis on a eu d'autres projets sur lesquels on avait des poubelles à l'extérieur. C'était en grillage. Fait que toutes les poubelles partaient, les mouettes venaient les prendre, les petits animaux, etc. Puis ça a été super difficile, admettons, avoir un budget pour pouvoir changer ces poubelles-là, pour avoir un couvercle fermé, pour être des choses comme ça. Puis c'est vraiment important, je pense,
au niveau à l'école. Fait que je sais pas si... je pense pas qu'il y a un budget nécessairement pour ça aux écoles. Peut-être qu'il y en a un, je sais pas s'il n'est peut-être pas assez, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous avez un point de vue là-dessus ou... J'imagine que ça aurait peut-être avec la conciergerie, mais je pense que ça change beaucoup d'une institution à l'autre. Là, je pense aux universités que j'ai été visiter, où ça va être des fois dans la maintenance comme budget. Mais effectivement, je pense pas que ce soit des budgets exclusifs. Puis, mais il y a tout, c'est ça. Dans chacune des institutions dans lesquelles on est, qu'on s'inscrit, bien, il y a des possibilités. C'est ce que, d'ailleurs, vous venez de dire. Puis après ça, je rajouterais le volet éducation, parce que lorsqu'on met des contenants sans éducation, ça fait des mix, qu'on appelle. Là. C'est les gens, ils mélangent. Fait que tant aussi longtemps qu'on n'a pas des... Puis le concierge, ça serait un excellent intervenant si on lui donnait la crédibilité pour sensibiliser les jeunes aux enjeux. Mais tout est à penser, parce que pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été fait à part de mettre des contenants. Vous avez déjà eu l'initiative de doubler puis de mettre les bons contenants, mais tout est à penser là-dessus. Puis présentement, c'est plutôt des postes budgétaires, je pense, qui emmerdent. Les administrations voient ça comme des dépenses sans cesse, mais effectivement, moi, je pense que ça pourrait être plus large. Comme je disais de Blandine Chamou, là, qu'on apprenne de ce geste-là, de ces actions-là. Puis éventuellement, lorsqu'on a une masse critique de déchets, bien, on est capable peut-être d'aller chercher un partenaire ou clarifier. Je pense à l'éco-centre de Saint-Jérôme qui a réussi à trouver l'entrepreneur au Québec qui recycle les bancs d'auto. Parce qu'avant, on les jetait tous à le site d'enfouissement. Lui, il a trouvé la personne qui a réussi à trouver une technique pour les recycler. Mais lui, il l'a fait parce qu'il y a assez de bancs d'auto pour le faire. Fait que chaque place qui a assez de déchets pourrait prendre la responsabilité de se dire, moi, j'établis un partenariat avec soit la communauté, parce qu'une école, par exemple, a énormément, éventuellement, de chaises, de meubles qui peut donner à un organisme de charité. Fait qu'il y a tout le temps des trucs à faire, je pense, à innover. Là. Merci. Merci de la question. OK, merci beaucoup. Merci, Marie. C'est très apprécié.